Bonjour! Dans la dernière vidéo, nous avons résumé les phénomènes électromagnétiques de base nécessaires pour comprendre le fonctionnement des machines électriques. Nous pouvons maintenant plonger dans le monde fascinant des moteurs électriques. Il existe essentiellement trois types de machines électriques. Ce sont les moteurs à courant continu, les moteurs synchrones à courant alternatif et les moteurs asynchrones à courant alternatif. Pour tous ces types, ces machines sont en réalité des convertisseurs d'énergie. Elles convertissent l'énergie électrique en énergie mécanique. C'est ce que l'on appelle le mode moteur. Elles sont également capables du mode dit générateur, où l'énergie mécanique est convertie en énergie électrique. Nous avons déjà eu un aperçu du monde des moteurs à courant continu dans le programme Crystal Clear Electronics, donc nous allons simplement rafraîchir ici les connaissances que nous y avons acquises. Dans ces types de machines, une boucle conductrice, généralement une bobine, est placée dans un champ magnétique constant et un courant y est fait passer. Le conducteur parcouru par le courant interagit avec le champ magnétique permanent qui exerce une force sur lui. Cela provoque la rotation du rotor autour de l'axe du moteur. En utilisant la règle de la main droite sur le schéma, on peut voir que la force agit vers le bas sur le côté gauche de la boucle et vers le haut sur le côté droit. Le rotor est fixé autour de l'arbre, ce qui l'oblige à suivre une trajectoire circulaire. La rotation du rotor ne réduit pas l'intensité de la force exercée sur le conducteur, mais elle diminue la distance de sa ligne d'action par rapport à l'axe, de sorte que le couple sur les boucles du conducteur sera également réduit, au point qu'à 90 degrés, le couple est annulé. À ce moment-là, cependant, le collecteur est en train d'inverser la polarité de la tension d'alimentation des boucles du conducteur, de sorte que la direction du courant et celle de la force seront inversées, ce qui signifie que le couple sera de nouveau appliqué aux boucles du conducteur. Un processus similaire se produit à la position de 270 degrés, puis le processus se répète périodiquement. Le stator peut être constitué non seulement d'aimants permanents, mais aussi d'électroaimants. On peut parler de moteurs à courant continu à excitation indépendante, en série ou en parallèle, selon la façon dont les enroulements du stator sont alimentés. Nous n'entrerons pas dans les détails des avantages et inconvénients des différents modes d'excitation. Il suffit de savoir que, dans le cas des moteurs à excitation indépendante, les enroulements du stator doivent être alimentés par une source d'alimentation séparée. En revanche, dans le cas des moteurs à excitation série et parallèle, les enroulements du stator sont connectés en série ou en parallèle avec les enroulements du rotor à l'intérieur de la machine. Il est important de noter que les moteurs à courant alternatif monophasé utilisés dans les outils électriques et les appareils de cuisine sont en réalité des moteurs à courant continu à excitation série. On les appelle moteurs universels car ils peuvent fonctionner aussi bien en courant continu qu'en courant alternatif. Les moteurs décrits jusqu'à présent étaient tous équipés d'un collecteur mécanique. Avec le développement des semi-conducteurs, il est devenu possible d'élargir la gamme des types de moteurs à commutation électronique. Ces types de moteurs étaient nécessaires pour plusieurs raisons. Un inconvénient majeur des moteurs à courant continu à balai est qu'un arc électrique, plus communément appelé étincelle électrique, se forme entre la brosse en carbone et le collecteur lorsque le contact est rompu. Cela exclut leur utilisation dans les mines et autres endroits où une étincelle pourrait provoquer un incendie. De plus, les balais en carbone s'usent à l'usage, et à cause de la fine poussière qu'ils génèrent, ils ne peuvent pas être utilisés dans des lieux où une grande propreté est requise. Un autre inconvénient des moteurs à balai est que le rotor peut chauffer considérablement en raison du courant qui le traverse, et son refroidissement peut s'avérer difficile en air raréfié, c'est-à-dire en basse pression atmosphérique. Des exemples de ces problèmes incluent l'industrie spatiale, où les ingénieurs ont dû développer un moteur à courant continu pouvant être utilisé dans le vide spatial, afin qu'il ne surchauffe pas, et un autre pouvant fonctionner dans des environnements riches en oxygène, donc sans provoquer d'étincelles, utilisé par exemple pour mélanger les réservoirs d'oxygène des vaisseaux spatiaux. Et sans pollution, c'est-à-dire sans la fine poussière produite par les balais en carbone. Dans les années 1960, le développement de la technologie des semi-conducteurs a ouvert la voie aux moteurs à courant continu sans balai. Sans ces dispositifs, l'homme aurait difficilement pu atteindre la Lune. Les moteurs à courant continu sans balai sont également appelés moteurs BLDC, pour faire court. Dans les moteurs BLDC, le rotor est une pièce magnétique permanente et le champ magnétique tournant est créé par des bobines externes. Cela se fait grâce à ce que l'on appelle la commutation électrique. Comme le montre ce schéma simplifié, les enroulements du stator sont répartis uniformément autour du rotor.
Lors de la commutation électrique, des interrupteurs sont utilisés pour alimenter ces bobines les unes après les autres avec du courant continu, puis les couper, forçant ainsi l'aimant du rotor à tourner en continu. Voyons ça en réalité. Les moteurs BLDC sont privilégiés sur les drones car ils s'intègrent dans de petits espaces. Techniquement, c'est de ce moteur dont nous parlons. C'est un moteur de drone typique de 300 watts. Je ne vais pas démonter celui-ci tout de suite. Nous allons vous montrer des photos en gros plan, car vous pouvez voir la structure interne très clairement sans le monter. Ces petites parties grises sont en fait les aimants, et la partie bobinée est montrée ici. Ce moteur est un peu particulier, car si vous regardez bien, la partie qui tourne avec l'hélice, ce sont en réalité les aimants. Donc le rotor se trouve maintenant à l'extérieur. Normalement, il serait à l'intérieur du moteur, et l'enroulement du stator que vous pouvez voir ici est fixé au drone. Voilà en gros comment il est structuré. C'est une caractéristique très avantageuse de ce design particulier, et c'est pour cela qu'ils sont si populaires dans les drones. On peut pratiquement voir à travers tout le moteur, donc l'air déplacé par l'hélice souffle directement à travers les bobines et permet un excellent refroidissement. Cela permet de résoudre le problème du refroidissement du moteur lorsqu'il fonctionne. Je ne vois aucun commutateur électronique ici. Tu as tout à fait raison de ne pas en voir, car il n'y en a pas. En fait, il n'y a que 3 fils ici. Pour être honnête, je n'aime pas classer les moteurs BLDC comme des moteurs à courant continu, car ce ne sont pas vraiment des moteurs à courant continu, mais des moteurs synchrones triphasés avec une électronique de commande adaptée. Donc il faut quand même un contrôleur de moteur pour les faire tourner. Comme je l'ai mentionné, vous pouvez voir que celui-ci n'a que 3 fils. Pour une raison quelconque, lorsqu'on parle de moteur BLDC, on pense à la fois à la machine électrique et à son contrôleur comme un tout. C'est peut être parce que, dans de nombreux cas, l'électronique est intégrée dans le boîtier du moteur, comme pour les ventilateurs 12 volts utilisés dans les ordinateurs. Mis à part ce petit débat sur la terminologie, les moteurs BLDC présentent plusieurs avantages. Par exemple, seul le stator a besoin d'être refroidi puisque le courant qui génère le couple circule dans les enroulements du stator plutôt que dans le rotor. Donc seuls les enroulements du stator chauffent. Il ne contient pas non plus de commutateur mécanique, ce qui éviterait la création d'étincelles, l'usure et la pollution de l'environnement. Un autre avantage des moteurs à commutation électronique par rapport aux moteurs à commutation mécanique est qu'ils sont plus efficaces, c'est à dire qu'ils convertissent l'énergie électrique en énergie mécanique de manière plus efficiente. L'une des raisons évidentes à cela est qu'ils ne contiennent pas de balais en carbone, qui provoquent des pertes par frottement, et que les propriétés de conduction du courant des balais en carbone sont inférieures à celles d'un commutateur électrique. Les moteurs pas à pas font également partie du groupe des machines à courant continu à commutation électronique, mais avec ce type de moteur, les concepteurs ne se sont pas concentrés sur la rotation uniforme et la production d'un couple constant, mais plutôt sur la sélection de positions discrètes prédéfinies, des rotations angulaires avec une erreur minimale et le maintien de ces positions discrètes. Le principe de leur construction diffère de celui d'un moteur BLDC classique en ce que le stator et le rotor sont généralement dentés, comme illustré sur la figure. Si une impulsion de tension est appliquée à l'un des enroulements du moteur, le rotor du moteur avancera d'une dent à la fois, ce que l'on appelle un pas, d'où le nom de ce type de moteur. Si vous appliquez des impulsions aux enroulements du stator dans le bon ordre, le moteur commencera à tourner et effectuera le nombre de pas correspondant aux impulsions. Si la tension reste appliquée à une bobine particulière du moteur, le moteur ne tournera pas mais maintiendra sa position. Le nombre de degrés que le moteur tournera en réponse à une impulsion dépend de l'enroulement et de la démultiplication. La valeur de ce paramètre pour un type de moteur donné peut être trouvée dans la fiche technique. Il existe des machines électriques qui fonctionnent non pas en courant alternatif mais en courant continu. Un exemple de celles-ci sont les moteurs asynchrones. Ils tirent leur nom du fait que la vitesse de l'arbre du moteur n'est pas synchronisée avec la vitesse du champ magnétique tournant. Ils sont également appelés moteurs à induction en raison de leur mode de fonctionnement. Ils sont très populaires notamment en raison de leur construction simple et du fait que, dans de nombreux cas, le moteur peut être raccordé directement au secteur sans contrôleur, comme dans les tondeuses électriques. Les machines asynchrones sont également composées de 2 parties principales, le stator et le rotor. Dans tous les cas, le stator est constitué de bobines, c'est à dire d'électroaimants, et le champ magnétique tournant est créé par le courant alternatif qui les traverse. Selon la construction du rotor, on distingue 2 types de moteurs asynchrones.
L'un est appelé cage d'écureuil. L'autre est appelé à bague. Dans le cas de la conception en cage d'écureuil, le rotor est essentiellement constitué de barres maintenues aux deux extrémités par des plaques de fer rainurées. Il ressemble à une cage d'écureuil, d'où le nom du moteur. Cette construction est un enroulement de court-circuit très simplifié. C'est un heureux hasard qu'il y a un moteur asynchrone à cage d'écureuil juste devant moi, mais vous ne le voyez peut-être pas encore. Si je saisis la partie rotative et que je la retire, eh bien, les choses vont pratiquement sortir, et vous pouvez pousser le rotor hors d'ici. Vous pouvez donc probablement voir certaines similitudes avec le schéma que je viens de montrer. Nous pouvons voir ici que ceci serait la partie fixe. Voici l'enroulement, donc il s'agit d'un modèle bobiné. Et si nous regardons à l'intérieur, nous remarquerons qu'il y a en fait des plaques de fer qui sont essentiellement placées les unes à côté des autres et que ces faisceaux de bobines sont tirés à travers elles. Donc, ceci serait le stator, mais ce qui est vraiment intéressant ici, c'est le rotor, qui est de type cage d'écureuil. Ici, nous pouvons voir qu'il y a des roulements. C'est plus intéressant d'un point de vue mécanique. Peut être que Rebecca trouverait cet aspect particulièrement intéressant. Au début, cela peut sembler étrange de ne voir aucune tige. La raison à cela est que pour des moteurs de si faible puissance, généralement dans la gamme de quelques kilowatts, on utilise habituellement un autre type de conception, car cela revient moins cher. Concrètement, ce dont nous parlons ici, c'est que nous pouvons voir des zones de couleurs différentes. Cette partie de couleur plus sombre est en fait la partie extérieure des plaques de fer. Donc ces plaques de fer rainurées sont assemblées, placées dans un moule, et l'ensemble est coulé avec de l'aluminium. En fait, la plaque de fer elle-même est conçue de manière à ce que l'aluminium s'écoule dans les rainures et devienne les barres conductrices qui forment essentiellement cet enroulement rotatif. Et enfin, il y a un anneau d'aluminium de chaque côté, ce qui met en court-circuit ces barres d'aluminium. Il s'agit donc du même type de rotor à cage d'écureuil que celui que nous avons montré sur l'image, mais il est beaucoup plus facile à fabriquer. Dans un moteur à bague collectrice, non seulement le stator, mais aussi le rotor est constitué de bobines, dont les connexions sont reliées à une soi-disant bague collectrice. Celles-ci sont reliées à des résistances à travers lesquelles le courant circulant dans les enroulements du rotor est fermé. En utilisant différentes valeurs de résistance, on peut modifier les caractéristiques du moteur. Mais avant d'expliquer cela, familiarisons-nous davantage avec le principe de fonctionnement des machines asynchrones. Les machines asynchrones fonctionnent selon le principe de l'auto-induction. Le champ magnétique tournant du stator induit une tension dans le rotor. Dans un rotor à cage d'écureuil, la cage du rotor est une bobine en court-circuit, tandis que dans un rotor à bague collectrice, les enroulements du rotor sont reliés par des résistances. Dans les deux cas, la tension induite provoque la circulation d'un courant dans le rotor. Cela provoque la création d'un champ magnétique propre au rotor, qui interagit avec le champ magnétique du stator pour exercer un couple sur le rotor, ce qui fait démarrer la rotation du moteur. Il est évident que le rotor d'un moteur asynchrone ne peut pas tourner à la même vitesse que le champ magnétique tournant du stator, car sinon l'induction dans le rotor cesserait, tout comme le couple. La fréquence à laquelle le champ magnétique du stator tourne est appelée la fréquence synchrone. Elle est égale au quotient de la fréquence de l'alimentation triphasée en courant alternatif par le nombre de paires de pôles. Le nombre de paires de pôles est généralement indiqué par la lettre P sur la plaque signalétique du moteur. Ce paramètre résulte de la conception de l'enroulement du stator, et c'est tout ce que nous avons besoin de savoir pour l'instant. Supposons que vous disposiez d'un moteur dont la fiche technique indique que le nombre de paires de pôles est de 2, et que vous souhaitez l'alimenter à partir d'un réseau de 50 Hz. La vitesse synchrone est donc de 25 tours par seconde, soit un 500 tours par minute. Cela signifie que le moteur tournera un peu moins vite qu'un 500 tours par minute à vide en raison des pertes minimes dans les roulements et de la résistance de l'air, qu'il faut compenser avec un peu de couple. Cette figure montre la courbe couple-vitesse d'un moteur asynchrone à cage d'écureuil typique. On voit clairement que le couple de démarrage du moteur est bien inférieur au couple maximal atteignable, appelé couple de décrochage. ML montre la courbe d'une charge typique. À l'intersection des deux courbes se trouve le couple nominal et la vitesse nominale pour une charge donnée. À ce couple et à cette vitesse, le moteur se stabilise. En général, un moteur asynchrone peut toujours fonctionner de manière stable entre le point de basculement et la vitesse synchrone.
La courbe du courant électrique du moteur montre clairement que la machine consomme une quantité très importante de courant depuis le démarrage initial jusqu'au point de basculement critique, ce qui sollicite inutilement et de manière excessive l'enroulement interne, les lignes d'alimentation électrique du moteur et l'ensemble du réseau électrique. Ce problème de démarrage peut être éliminé en utilisant un moteur à bague. Avec ce type de moteur, une résistance est connectée aux bornes du rotor au démarrage, et cette résistance peut être réduite après qu'une certaine vitesse a été atteinte. De cette façon, le courant de démarrage absorbé par le moteur sera plus faible, puisque le courant généré dans le rotor est limité par les résistances. Il existe non seulement des moteurs asynchrones, mais aussi des moteurs synchrones. Ils tirent leur nom du fait que la vitesse du rotor est synchronisée avec le champ magnétique tournant. Le stator de ces machines, comme celui des machines asynchrones, est une bobine qui, lorsqu'elle est alimentée en courant alternatif, génère un champ magnétique tournant. Une partie du moteur peut être un aimant permanent ou un électroaimant excité en courant continu, ou éventuellement un matériau ferromagnétique non magnétisé appelé moteur à réluctance, mais ce type ne sera pas abordé en détail ici. Le champ magnétique tournant interagit avec le champ magnétique du rotor et le fait tourner. Dans les moteurs synchrones à courant continu, le rotor est constitué d'une bobine alimentée par des bagues collectrices et des balais en carbone. Une caractéristique inhérente à ce type de moteur est qu'il nécessite un entretien à intervalles réguliers en raison de l'usure des balais en carbone. Ce problème peut être facilement résolu en utilisant un moteur dont le rotor est équipé d'un aimant permanent. Ces aimants sont généralement fabriqués à partir d'alliages d'aluminium nickel-cobalt ou de néodyme-fer-bore qui sont très magnétisables. L'inconvénient des moteurs synchrones à aimant permanent est que le matériau magnétique les rend plus coûteux que les moteurs à rotor excités en courant continu. Comme je l'ai déjà mentionné, le moteur que j'ai devant moi ici, appelé BLDC, est en fait un moteur synchrone triphasé. Cependant, il existe une différence subtile dans la conception des moteurs BLDC et des moteurs synchrones classiques. Les moteurs BLDC sont généralement à champ carré, tandis que les moteurs synchrones sont à champ sinusoïdal. Cela signifie que si vous faites tourner le rotor d'un moteur synchrone à champ sinusoïdal à une vitesse constante, le champ magnétique en un point donné du stator variera de façon sinusoïdale. De même, l'onde ressemblera à une onde carrée trapézoïdale pour un moteur à champ carré. Vous pouvez facilement le vérifier sur un moteur en observant la forme d'onde de la tension induite entre ces deux sorties lorsque vous faites tourner son rotor, puisque la tension induite sera proportionnelle à la variation du champ magnétique. Un grand avantage des moteurs synchrones est qu'ils sont plus compacts que leurs homologues asynchrones de puissance et de couple similaires. Cependant, ils présentent l'inconvénient de nécessiter un contrôleur de moteur qui est chargé du démarrage et de l'atteinte de la vitesse cible. Par conséquent, jusqu'à l'explosion du développement des composants semi-conducteurs, ces types de machines n'étaient pas largement utilisés comme moteurs. Les machines synchrones sont utilisées comme générateurs dans les centrales électriques depuis très longtemps, car la fréquence de la tension générée est directement proportionnelle à la vitesse de la machine, ce qui est essentiel pour générer avec précision la fréquence de 50 Hz du réseau. Nous arrivons au bout des types de machines électriques, donc nous pouvons passer au contrôle des moteurs. Mais il faudra attendre la prochaine vidéo pour découvrir cela. Restez à l'écoute. Au revoir. Au revoir.